Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous à ce webinaire qui vous est offert par le CEPOC aujourd'hui. Dans le fond, le thème d'aujourd'hui va porter sur l'adaptation des fourrages et l'autosuffisance en lien avec les changements climatiques. Aujourd'hui, dans le fond, on va avoir 3 conférenciers. On a Stéphane Michaud qui va commencer et puis il va parler plus spécifiquement de l'adaptation des fourrages et de l'autosuffisance, pardon. On va avoir également M. Philippe Séguin de l'Université McGill et ensuite Stéphanie Claveau de chez Agrinova qui vont, eux, nous présenter des projets qui ont les résultats de projets, en fait, récents qui sont en lien avec les cultures fourragères, puis toujours dans le contexte des changements climatiques. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à nos 3 conférenciers. Avant de commencer, dans le fond, vous avisez que le webinaire va être enregistré pour ceux, souvent il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas être là, donc ils vont pouvoir le revoir en rediffusion. Je vous demanderai de fermer micro, caméra. Pour ce qui est des questions, dans le fond, on vous propose de les écrire par chat sur la petite bulle de discussion que vous voyez ici. Si vous préférez, vous pouvez toujours lever la main aussi, puis le dire on ouvrira le micro et vous pouvez parler à haute voix si ça vous convient mieux. Puis enfin, juste avant de laisser la parole à Stéphane, je vous rappelle, dans le fond, ceux qui n'ont pas vu passer la publicité, qu'il va y avoir un dernier webinaire avant le temps des fêtes sur l'évaluation du bien-être animal, qui est toujours celui-là dans la série des invités du secteur. Donc, j'ai peut-être oublié de dire, dans le fond, la mention de remerciement aussi à notre partenaire financier qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, je te laisse la parole, Stéphane Michaud, de chez Belle-Île, pour entamer la première partie de ce webinaire. Bien, merci bien. Ce ne sera pas bien long. Oui. Juste le... Bon. OK. Bienvenue à tous. Dans le fond, on nous a demandé de présenter un peu qu'est-ce qu'on a développé chez Belle-Île comme solution pour augmenter notre autosuffisance, mais par le fait même, on se rend compte que ça nous aide beaucoup à s'adapter au changement climatique. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années dans la région de Matane. On voit qu'on a certaines difficultés à ce niveau-là. Juste pour me présenter, moi, je travaille chez Belle-Île depuis 2002. J'ai des clients, surtout dans le bas du fleuve, entre Montmagny puis Matane, puis dans la vallée de la Matapédia. Belle-Île, c'est une compagnie qui existe depuis 1956, puis on est présent dans 5 provinces canadiennes. C'est aussi une compagnie qui appartient à ses employés, donc on est présentement 21 employés actionnaires. J'ai des clients en production laitière, en production porcine, puis aussi en production ovine. Pourquoi chez Belle-Île qu'on a une approche d'autosuffisance? C'est principalement parce qu'on pense qu'on est capable de vendre à notre clientèle seulement qu'est-ce qu'ils ne pourront pas produire chez eux. Puis, on veut apporter des solutions, puis des idées, puis des manières de faire pour utiliser les actifs que la ferme a déjà pour être capable d'être productif, puis d'améliorer par le fait même la profitabilité. Donc, ce que je cherche à vendre à mes clients, c'est ce qu'ils ne pourront pas produire chez eux, principalement des minéraux et des vitamines et des semences de plantes fourragères. On a fait cette approche-là par le passé en production porcine, à l'époque où personne ne voulait vendre des minéraux aux producteurs de porc, donc ils étaient comme condamnés à acheter de la moulée complète. Puis, à partir des années 90, puis encore plus dans les années 2000, on a commencé à s'intéresser de plus en plus à la production de fourrage. Puis, dans le fond, en faisant ça, on s'est aussi rendu compte que quand on va chercher des champs plus productifs, ça nous amène des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes face aux aléas du climat. Ça nous amène aussi moins de CO2 qui est produit par le transport des aliments pour les troupeaux. Puis, ces mêmes prairies-là nous aident beaucoup vont avoir un effet à capter beaucoup plus de carbone
Donc, on pense que pour le climat, là, c'est un gros plus. Ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'en 2007, ça faisait déjà 5 ans là, que j'étais sur le terrain. Puis, j'ai décidé cet été-là d'aller voir tous les champs de foin de tous mes clients pour me rendre compte que les troupeaux chez lesquels ça allait toujours bien, c'était les troupeaux où les prairies étaient vraiment belles. Puis les endroits où j'avais toujours des problèmes, ben, c'était les endroits où les prairies étaient vraiment là, plus moyennes, moins intéressantes en termes de rendement ou de qualité de ce qu'on avait dans le champ. Donc, j'ai fait le constat à ce moment-là que je n'étais pas capable de régler des problèmes structurels ou de base dans les élevages seulement en faisant des programmes alimentaires. Il fallait absolument qu'on s'organise pour que les prairies soient plus à l'ordre. Puis dans le fond, les choses de base à modifier ou à faire pour aller dans ce sens-là, c'est sûr qu'on parle de drainage et échaudage. C'est bien difficile d'aller chercher de la productivité et de la qualité si on n'a pas des éléments de base qui sont au rendez-vous. Mais c'est pas pour rien que les producteurs, ça fait 100 ans qu'on dit que c'est important de drainer et de échauder et que c'est plus ou moins fait correctement. C'est qu'avant 2008, où on a vraiment commencé à avoir une bonne augmentation du prix des grains, d'avoir des fourrages matures, puis de donner une grande quantité de concentré, ça pouvait être quand même un modèle d'affaires qui était tout à fait rentable. Depuis 2008, là, c'est moins le cas. Donc, les producteurs ne pouvaient pas et avoir des dépenses pour investir sur leur fonds de terre et avoir des dépenses pour acheter des aliments là, qui venaient d'ailleurs de l'entreprise, si on veut. Puis, ce petit graphique-là, c'est tout simplement pour dire que depuis 2008, le prix des céréales a varié entre cher et très cher. Donc là, ça commence à plus être passager. Ça devient plus structurel, là, puis il n'y a rien qui nous indique que la tendance va s'inverser. Bon, là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Je vous dirais que la manière qu'on peut évaluer notre autosuffisance, puis la rentabilité ou la profitabilité des entreprises par le fait même en production ovine, je vous dirais que je regarderais la quantité d'aliments achetés par 1000 kg d'agneaux produits et la surface en culture que j'ai besoin par 1000 kg d'agneaux produits aussi. Donc, moins j'achète d'aliments et moins j'ai besoin de grands en culture, normalement, les dépenses de l'entreprise vont être relativement plus basses là, que si j'ai plus d'achats et plus de surface. Donc, je vous dirais que c'est relativement atteignable d'aller chercher 500 $ d'achat d'aliments par 1000 kg d'agneaux produits et autour de 2,5 hectares en culture par 1000 kg de viande d'agneaux produite, même dans des régions à moins de 2000 UTM. Là, je vais vous parler par la suite de différentes choses qu'on a à mettre en place pour se rendre à ça. Mais je vous dirais que la bonne vitesse pour les mettre en place, c'est qu'à toutes les fois que je fais un changement, si je n'ai pas le résultat obtenu, je me ramasse pas dans une moins bonne situation que si j'avais rien fait. Donc, le niveau de risque est à pas grand-chose. Puis, chaque modification qu'on va faire dans notre régie nous permet, après qu'on a obtenu le résultat, de pouvoir remodifier une autre chose, puis graduellement, comme ça, on est capable de faire évoluer les entreprises vers l'atteinte de ces objectifs. Pour le faire, ça nous prend des outils qu'on a développés pour être capable de mesurer l'évolution, parce que sinon, ce n'est pas évident. Quand on fait des changements, souvent, on a des impacts sur quelques années qu'on doit mesurer. Un de ces outils-là, qui est les deux outils les principaux, là, grille de classement des fourrages, pour mesurer c'est quoi les fourrages qu'on a entre les mains, puis bien se comprendre entre représentants et producteurs. Puis, grille de classement de rotation de culture pour évaluer la qualité de notre rotation comme telle. Ça ici, c'est un des tableaux de la grille de classement des fourrages. Elle contient 5 tableaux. Puis, je fais un survol un peu rapide parce que pour présenter ça à un producteur, qu'on va commencer à faire des changements, ça prend environ 3 heures. Donc, c'est sûr qu'en 45 minutes, là, je ne peux pas tout expliquer dans les détails, mais l'idée, c'est qu'on est rejoignable puis on
notre travail, c'est de rencontrer des gens pour présenter ce qu'on fait, là, donc gênez-vous surtout pas. Donc, dans la grille de classement des fourrages, ça, c'est un des 4 tableaux. C'est le tableau des foins mélangés qui doivent fermenter. Donc, quand j'ai un échantillon de fourrage, je regarde, première des choses, le taux d'humidité pour voir si je vais le considérer comme un foin sec ou comme un fourrage qui doit fermenter. Ensuite de ça, j'ai la proportion lignine sur NDF qui va m'indiquer la proportion de légumineuses et de graminées, finalement. Entre 10 et 15 de ce ratio-là, je vais le mettre dans un foin mélangé. Et par la suite, j'ai le pH, quand je dois faire fermenter le stock, que je veux qu'il soit le plus bas possible parce que c'est ce qui conserve vraiment le foin. Si j'ai des balles enveloppées, ben dans le fond, si le pH n'a pas baissé, la seule chose qui conserve mon fourrage, c'est le plastique. Tandis que quand ça a fermenté, puis que j'ai eu de l'acide de produit, ce qui conserve mon fourrage, c'est l'acidité qui s'est produite au moment de la conservation. C'est l'équivalent de mettre des cornichons dans le vinaigre ou des cornichons dans l'eau. Dans l'eau, quand tu ouvres le pot, il faut que tu les manges assez vite là, parce qu'ils ne viennent pas bon longtemps. Puis, en troisième lieu, là, je regarde le stade de coupe par le niveau de fibre NDF. Puis, il y a aussi un petit ratio sur calcium-magnésium sur la potasse qui est important. Puis, c'est un petit clin d'œil aussi sur le chaulage de nos sols. Donc, au bout de tout ça, on arrive à une valeur en dollars. Là, ici, c'est sûr que c'est écrit vache en lait, vache tarie, là. Mais je vous dirais que ce qu'on viserait comme type de fourrage pour des troupeaux ovins, ce serait un fourrage dans la colonne vache tarie qui est autour de 320, 300, un petit peu en haut de 300 $. C'est souvent un fourrage qui est pas mal aussi bon pour des vaches taries que pour des vaches en lait ou des brebis gestantes ou des brebis lactantes. Ce qui vient beaucoup faciliter le travail à la bergerie, c'est-à-dire que le même fourrage peut être donné à peu près à tous les animaux présents en inventaire en même temps. Donc, puis quand j'arrive avec des fourrages à plus de 5 de pH, pour des animaux gestants, je vous dirais que c'est pas vraiment recommandé. Puis, ce que ça m'amène comme problème, c'est différents problèmes au niveau des mises bas puis de la reproduction. Parce qu'on arrive souvent dans des milieux parfaits pour le développement des champignons et des levures. Puis ça a un gros impact sur le fonctionnement du foie des animaux. Puis quand le foie des animaux est affecté, ça a un gros impact sur la santé moyen terme. Donc, on a de la difficulté à aller chercher des performances avec des grandes quantités de fourrage quand on se ramasse dans ces plages de classement-là. Puis quand, dans le fond, j'ai des fourrages qui vont se ramasser à moins de 250 $ sur un maximum de 400 dans la grille de classement des fourrages, je ne serais pas capable d'avoir en même temps une bonne production en kilos de viande, de garder les animaux en santé, puis d'être profitable. C'est certain que je ne peux pas avoir les trois en même temps. Puis c'est un peu ça l'équilibre là, des entreprises qu'on a besoin d'aller chercher, là, à mon sens. Là. Au niveau de la rotation de culture, l'idée, c'est que je prends les rendements que j'ai par chacune des années de rotation, puis je multiplie par la valeur de ces fourrages-là dans la grille de classement des fourrages, ou quand c'est des céréales, par le prix du marché. Puis on voudrait aller chercher autour de 2 000 $ de revenus bruts par hectare par année de rotation en moyenne. Dans le fond, c'est pour dire que ça me prend en même temps un rendement intéressant et de la qualité dans ce que je cultive. Puis après que j'ai ça, je suis capable de le lier aussi à l'élevage. Donc, c'est l'équilibre de tout ça qui va vraiment avoir un gros impact sur la rentabilité des entreprises. Un exemple de rotation qu'on pourrait faire dans une région à moins de 2000 UTM, mettons qu'on commence par l'année 1, mais c'est la dernière année qui va se relier avec la première. Là. Mettons que ça, c'est un champ, c'est pendant les prochains 7 ans, si on veut. Là. On va dire que plutôt qu'on commence à l'année 2, ça va être plus simple. Là. Mettons que j'ai 3 années de prairie en ligne. La 4e année de prairie, je fais 1 ou 2 coupes
et je viens implanter un seigle d'automne. L'année d'ensuite, je vais récolter mon seigle d'automne, puis je vais en ressemer un pour faire 2 années en ligne de seigle. Mais je vais également pouvoir en ressemer un autre que l'année suivante, je vais viser à le récolter en fourrage pour venir ressemer une implantation de prairie. Dans une rotation comme ça, si je ne suis pas en régie bio, je vais pouvoir pas mal tout le temps cultiver en semi-direct. Aucun travail de sol. J'ai donc pas de carbone que je vais faire brûler là, pour réchauffer du terrain un peu inutilement. Puis mes sols vont être couverts à l'hiver en tout temps aussi. Donc, je n'ai pas d'érosion, pas de lessivage de mes éléments nutritifs non plus. Ça devrait me permettre de... Ben, dans le fond, mon 1000 kg de viande ou d'agneau, là, ça me prend 20 agneaux à 50 kg vivants qui ont été produits par 10 brebis. J'évalue que ça va me prendre environ 10 tonnes de fourrage matière sèche qui classe à plus de 300 $ et environ un 1200 kg de grains. Puis c'est directement le seigle d'automne qu'on va être capable d'utiliser comme céréale dans l'alimentation de nos agneaux là, à partir du sevrage là, facilement. Là. Bon, donc, les bases de l'autosuffisance, ben, ça nous prend du rendement pour aller chercher de la stabilité. Puis c'est encore le cas présentement, même si ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec d'autres graminées. Là, la majorité des surfaces en culture en prairie au Québec sont cultivées en luzerne mie. Ce que ça nous donne, c'est que la première coupe, on a un mélange légumineuse-graminée, mais à la deuxième coupe, on récolte habituellement de la luzerne pure. Je vous dirais que la luzerne pure, c'est très difficile à faire conserver, puis c'est très difficile à alimenter sans avoir des problèmes de santé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions un peu à date. Marie-Josée, t'avais-tu... Non, Stéphane, pour le moment, c'est... Parfait. On va continuer. Suivre. Ici, vous voyez, on a là, 5 jours après la fauche, un plan de mie puis de la fétuque côte à côte. Le regain n'a absolument rien à voir. Dans le fond, la fétuque repousse d'environ 1 pouce par jour. Donc, j'ai tout à fait la même proportion légumineuse graminée à la première ou à la deuxième coupe quand je vais utiliser ce type de graminées-là, parce qu'il y a un gros impact sur la qualité du fourrage que je vais récolter. Puis vous voyez, même en fin de rotation, ça, c'est une prairie avec du trèfle rouge et de la fétuque, ben, j'ai encore une belle proportion de légumineuses graminées quand j'ai eu des mélanges qui ont été bien proportionnés au départ et bien semés. Là. On va y venir. Puis vous voyez, le Minnesota, en 2011, on fait une étude de savoir qu'est-ce qui avait le meilleur rendement et au champ. Et bien là, c'est une étude avec des vaches laitières, là. Mais les deux graminées qui vraiment se démarquaient quand même pas mal, c'était l'usine fétuque et l'usine dactyle pour, ben, puis peut-être l'usine fétuque des prés, là, pour leur rendement vraiment au champ et comment on était capable de s'en servir après ça là, à l'étable aussi. Stéphane? Oui. Excuse, finalement, j'ai une question. Je n'ai pas les gens aller écrire vos questions dans le chat. J'ai quelqu'un qui demande, c'est quand vous parlez de 7 tonnes à l'hectare, c'est quoi le mélange que vous utilisez? Ben, dans le fond, c'est vraiment... on va faire varier les mélanges en fonction des types de sols, mais ça va être surtout le type de graminées qui va varier. Soit que je vais utiliser du dactyle dans des terrains plus sableux ou de la fétuque dans des terres plus argileuses. Dans le fond, le dactyle est la graminée la plus tolérante à la sécheresse. Par contre, son pire défaut, c'est sa sensibilité au gel à l'hiver. Donc, je ne le mettrai pas sur un argile. Et la fétuque, elle, beaucoup, est quand même moins tolérante pas mal à la sécheresse que le dactyle, mais ça n'a quand même rien à voir avec du mie, là. Mais va beaucoup mieux passer au travers de l'hiver. Donc, c'est pour ça que sur les terres plus argileuses, on va travailler plus avec de la fétuque. Merci. Ensuite, dans le fond, ce qui est hyper important, c'est la qualité du semis. Puis, je suis un très, très grand amateur d'implanter les prairies avec des semoirs à semi-direct. J'ai même des producteurs en régie bio qu'on a acheté des semoirs semi-directs pour être capable de bien positionner la semence.
Puis, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est M. Gérard Martin à Saint-Modeste, dans le coin de Rivière-du-Loup, qui a commencé à implanter ses prairies comme ça dans les années 90. Puis, finalement, il nous a montré ses ajustements de semoir, comment venir positionner la semence. Puis, on voyait des levées terriblement uniformes et des graminées et des légumineuses, comme on n'avait jamais vu autrement là, quand on a commencé à étudier ça puis à commencer à faire mettre cette pratique-là en place. En fait, c'est que le semoir John Deere, puis vous pouvez mettre n'importe quelle marque de tracteur en avant, ça ne me dérange pas. Là, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait la différence? C'est vraiment l'unité de semis. C'est à peu près l'équivalent d'un planteur à maïs, mais pour de la plante fourragère. C'est que si vous voyez sur le dessin, là, la semence va descendre, puis elle va être positionnée toute à la même profondeur. Je suis capable de m'ajuster à un demi-pouce de profond. J'ai une petite languette de téflon qui va venir. Ça ici, c'est la petite languette de téflon qui va venir tout bien positionner la semence dans le fond du sillon. Puis j'ai une roue après ça qui vient la taper comme il faut. Puis une autre roue qui vient la remettre juste une petite couche de terre par-dessus. Donc, ça fait qu'on n'a aucune semence à surface. On n'a pas de semence trop creuse non plus. Donc, on devient vraiment beaucoup moins dépendant à l'eau qui vient du ciel après qu'on a semé, surtout si on est vraiment en semi-direct, parce qu'on a vraiment beaucoup d'eau qui va remonter par capillarité du sol pour venir humecter la semence, même s'il ne pleut pas. Puis je vous dirais que dans le fond, quand on vient implanter comme ça, en 4 jours, la luzerne est levée, puis en 8 jours, les graminées sont levées, puis après ça, ils n'en relèvent plus. Donc, ils sortent tout en même temps. C'est l'équivalent de la comparaison, je vous dirais, là, mettons que j'implante un champ de maïs, là, puis je prends un semoir à céréales, puis je bouche 2 trous sur 3, puis j'envoie ça un peu comment ça donne, puis qui sort du maïs pendant 10 jours de temps, là, bien, à la fin, ça n'a pas de rendement. Là. Bien, je vous dirais que présentement, comme on sème les prairies, en général, c'est à peu près comme si on semait du maïs comme ça. Là. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher une stabilité au niveau de la levée. Ça fait une grosse, grosse différence sur nos peuplements. Puis l'avantage de semer comme ça aussi, il y en a quand même beaucoup d'autres, c'est qu'on est capable de semer sans décoller de mauvaises herbes en semant parce qu'on ne rebrasse pas le terrain. On a moins de chances de manquer d'eau parce qu'on positionne la semence sans brasser le terrain aussi. Toute la semence est mise dans la boîte à céréales. Puis je suis capable de tout bien calibrer ça vraiment là, à un demi-kilo hectare près. C'est très, très précis. Puis en plus de ça, bien, si j'arrive avec une rotation de culture sans travail de sol, bien, ça diminue quand même la charge de travail au niveau des roches, puis les coûts d'opération en termes de brossage de terrain aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin comme condition de semis pour aller chercher une super belle implantation? C'est 3 choses en même temps. Je veux avoir une bonne température de sol. On parle de au moins en haut de 10 degrés Celsius. Je veux aussi que les feuilles des érables soient complètement ouvertes. Ça m'indique la température qu'il y a en profondeur dans le terrain. Puis, j'ai aussi besoin que les mauvaises herbes à feuilles larges aient commencé à pousser, c'est-à-dire ortie royale, chénopode blanc, les moutardes, parce que ces plantes-là ont à peu près les mêmes conditions de germination que les légumineuses. Puis ça nous indique vraiment le taux d'humidité dans le premier 2-3 pouces de terrain. Là. Donc, j'ai besoin d'avoir ces 3 conditions-là en même temps pour venir implanter et avoir une belle qualité d'implantation. Puis, j'ai aussi besoin d'utiliser des plantes de compagnonnage qui sont performantes parce que juste de la prairie implantée dans ces conditions-là, des fois, je peux être rendu en période quand même très chaude et sec. Donc, j'ai besoin de quelque chose pour protéger là, la semence. La meilleure herbe de compagnonnage qu'on a à date et qu'on connaît, c'est l'herbe de Soudan. Puis, on prend l'herbe de Soudan et on la mélange à la plante fourragère. Puis, c'est tout mis dans la boîte à céréales au moment du semis. Dans le fond, ça me permet aussi d'avoir de la graminée la première année. Parce que si j'implante de la prairie pure la première année, j'ai de la légumineuse avec de la mauvaise herbe. Puis, je n'ai pas grand rendement. Fait que ça, ce n'est pas vraiment intéressant pour aucun animal là, dans les bergeries.
ça m'amène environ le double de rendement d'une implantation pure. Puis, quand je respecte les conditions de semis que je vous ai parlé, j'ai à peu près pas de mauvaises herbes dans ma récolte au moment de l'implantation non plus. Puis, j'ai un grand large spectre de récolte pour être capable d'avoir un fourrage qui va classer à plus de 250 $ la tonne d'engrais de classement des fourrages que je vous ai montré là, tantôt. Donc, ça me permet d'avoir plus de rendement puis un rendement de stock qui est intéressant à nourrir aussi. La première fois qu'on sème de l'herbe de Soudan, là, le premier 30 jours, c'est assez stressant là, parce qu'après 30 jours, ça a à peu près 8-10 pouces de haut, là, fait que tout le monde sont sans connaissance. Mais après ça, ça explose vraiment littéralement. Puis ce qui est hyper intéressant aussi, contrairement à toutes les autres plantes qu'on connaît pour implanter de la prairie, c'est que plus que l'herbe de Soudan est belle, d'ordinaire, plus que la luzerne en dessous est belle aussi. Sauf si je n'ai pas respecté mes conditions de semis. Puis les hybrides de Soudan, là, il y a vraiment beaucoup de différences là-dedans. Ça, ici, vous pouvez voir, on a été visiter là, des semenciers au Texas en 2019. Puis ça, c'est des types de Soudan brachétiques qui vont être utilisés pour faire de la céréale de sorgho. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin pour implanter de la prairie. Pour implanter de la prairie, on a besoin d'avoir des variétés avec des tiges fines, des feuilles étroites, qui sont résistantes à l'anthracnose, qui est un champignon qui peut attaquer l'herbe de Soudan là, sous notre climat. Ça nous prend une bonne vigueur à la levée. Il y en a qui sont un petit peu plus lâches là, à décoller, à pousser au début. Puis les variétés de type BMR sont intéressantes aussi. BMR, ça veut dire Brown Mid Ribs, la nerveuse centrale là, qui est brunâtre. Puis ça a un effet très intéressant sur l'appétence. Là, quand ils nous parlaient de ça, là, les semenciers, que l'effet BMR était important sur l'appétence, j'étais quand même un peu sceptique. Donc, ils nous ont amenés dans un champ où ils ont semé des bandes d'environ 6-7 pieds de large de différents hybrides BMR et non BMR. Puis, quand ça est venu à peu près à 5-6 pieds de haut, ils ont clôturé ça puis ils ont envoyé une quinzaine de vaches à bœuf là-dedans. Puis, les bandes, comme on voit au centre, là, qui étaient de type BMR, se faisaient manger en premier, puis beaucoup plus que les variétés qui n'étaient pas BMR. Fait que j'ai dit, ouais, ça c'est sûr que là, ça m'a plus convaincu un peu. L'effet des feuilles, ben, vous voyez là, à gauche, j'ai un type plus sorgho, des feuilles beaucoup plus larges. Puis à droite, là, plus type herbe de Soudan, donc des feuilles beaucoup plus étroites, puis les tiges beaucoup moins grosses aussi. Je ne sais pas si on a quelques questions. Ou... Non. Oui, j'en ai une ici qui vient d'apparaître. Avez-vous constaté la maladie du dessèchement au niveau de l'herbe de Soudan dans votre région? Une bonne question. Ben, le dessèchement, c'est qu'il y a des variétés qui sont beaucoup plus sensibles à la sécheresse que d'autres. Dans le fond, fait qu'au mois d'août, là, comme entre autres la variété de type Piper, qui n'est pas une hybride, là, qui est une pollinisation ouverte, c'est 2 fois moins tolérant à la sécheresse que d'autres variétés avec lesquelles on travaille. Donc oui, là, à un moment donné, quand il a fait vraiment sec, là, ça a commencé à paraître là, que ça faisait une différence. Parfait. J'ai une autre question. Il n'y a pas de risque de mauvaise digestibilité du fourrage avec l'herbe de Soudan, comme le sorgho, par exemple? Ben, dans le fond, pour l'herbe de Soudan, ça demande une régie de récolte qui est vraiment adaptée à l'herbe de Soudan. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que ça ne sèche pas. Donc, on le récolte sans le faire sécher. En fait, la faucheuse sert à faire les andins pour que la presse le ramasse. Fait que dans le fond, on va le faire faucher quand il n'y a plus de rosée. Puis environ 2 heures après, on le presse puis on l'enveloppe. Puis après ça, il faut avoir une organisation dans la bergerie pour le nourrir sans avoir à le manipuler avec nos mains. Sinon, on peut aussi le mettre en hack bag ou en silo. Là, ça se comporte très bien. Puis à partir du moment qu'on essaie de le faire sécher, qu'il reste
plus que 24 heures à terre, les tiges ont tendance à devenir très, très, très acides, puis ça se consomme très mal. OK. Donc, Ça m'intrigue. Tu as parlé de ne pas être manipulé avec les mains. Est-ce que j'ai bien compris? oui, parce que c'est trop pesant. Tu sais, dans le fond, quand je mets OK. ça, c'est parce que ça fait des balles environ à 70 d'humidité. Mhm. Donc, c'est complètement déplaisant là, à manipuler avec les mains. Donc, moi, j'ai des producteurs que ce qu'on a fait, c'est qu'on a on le met carrément au centre des parcs, puis dans des râteliers. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement l'implantation de nos prairies qu'on a comme ça, parce que toutes les prairies établies, on a des mélanges qui sont même plus faciles à gérer en foin sec, là, si on voudrait faire du foin sec. Là. OK. Fait que, oui. Parfait. Dernière question, mais en fait, est-ce que tu avais parlé de la hauteur maximum pour la coupe, là, parce qu'on parle des Non. effets peut-être négatifs si jamais c'est pas respecté? C'était une Ouais. dernière question que j'avais. OK. Ouais, non, ça, dans le fond, il n'y a pas de problème d'acide prussique dans les variétés modernes qui sont utilisées. Mais la régie de récolte est variable en fonction de quand on a pu le semer. Fait que dans le fond, quand je vais avoir mes conditions de semis, puis je vous dirais que dans les 3 dernières années, là, à Saint-Jean-Baptiste, j'avais à peu près rien d'implanté parce que je n'avais pas eu mes conditions de semis encore. Donc là, j'ai implanté entre la Saint-Jean-Baptiste puis jusqu'au 10 de juillet des fois. Puis à ce moment-là, j'ai fait seulement une grosse coupe dernière semaine du mois d'août. Mais si je suis capable d'implanter autour du 15 de juin, ça dépend du printemps, je vais être capable de récolter fin juillet, fin août. Je veux toujours que la dernière coupe de l'année soit la dernière semaine du mois d'août parce que sinon, je vais avoir trop de stock qui va repousser rendu dans le mois de septembre. Puis, je peux avoir un effet de paillis là, qui va se faire à l'hiver et qui va venir étouffer ma prairie. Mais si j'ai récolté la dernière semaine du mois d'août, je n'ai pas cet effet-là. Mais fait que ça, c'est plein de nuances qu'il faut maîtriser, puis qui ne sont pas si difficiles que ça. Il faut juste le savoir. En gros, je vais aller chercher environ le double de rendement en comparaison avec une régie standard des prairies pendant toute la rotation. Si je calcule implanter avec l'herbe de Soudan, de changer mes graminées par des graminées plus productives, puis d'avoir un sec d'automne aussi à récolter avant de venir semer l'herbe de Soudan. Puis je vous dirais que le sec d'automne va même me permettre d'aller chercher mes conditions de semis plus rapidement parce que tout le racinaire qu'il y a dans le sol va me produire de la chaleur puis va décoller le terrain beaucoup plus rapidement que si j'ai rien sur le terrain. Puis, je vous dirais que je vais être capable d'aller chercher pas loin du double de rendement à condition que j'ai jusqu'à 50 des précipitations de la normale. Dans les dernières années, on a pogné des mois à 20 15 des précipitations de la normale. Là, c'est sûr que les rendements ont baissé également. Là. Quand il pleut zéro, là, il n'y a rien qui pousse. Autre plante qui est hyper important, je vous parle du sec d'automne, surtout dans le vin. Ce qui est super intéressant, c'est que je vais aller chercher 3 fois plus de rendement en paille que dans les céréales de printemps. Ensuite de ça, j'ai un grain qui va assez facilement avoir plus que 65 d'amidon. Du maïs grain, c'est à 72 d'amidon. Là, fait qu'on n'est pas très loin du maïs grain. Ça contient même un peu plus de protéines. On peut le semer en semi-direct. On va le semer au mois d'août, puis on le récolte au mois d'août quand on le fait en grain. Ça veut dire que j'ai des conditions secs et pour le semis et pour la récolte. C'est hyper facile d'avoir de la paille sec quand je fais de la paille dans le mois d'août. Mon sol est couvert à l'hiver, je n'ai pas d'érosion, je capte plus de carbone. Puis ensuite de ça, ça me donne beaucoup de flexibilité aussi, dépendamment de qu'est-ce que je m'enligne pour manquer le plus au printemps. Exemple, j'ai des champs semés en sec pour faire du grain. J'ai un hiver catastrophe, des grosses mortalités à l'hiver. Je suis capable que tous mes champs qui sont en seigle, finalement, je les récolte en fourrage. Puis, toutes ces surfaces-là, je suis capable de les ressemer en prairie, en soudain grainé, tout en semi-direct. Donc, la charge de travail n'est pas énorme. Oui, je vais avoir la céréale à acheter, mais ça va être pas mal plus simple de se trouver de la céréale de qualité que du fourrage de qualité. Puis ça va me coûter pas mal moins cher en transport aussi. Puis l'autre affaire, c'est que si j'ai quand même maintenu une qualité de fourrage, je vais avoir quand même pas tant de céréales que ça à acheter. Puis, j'ai une bonne réduction des herbicides aussi à cultiver du seigle par rapport à si je fais de la céréale de printemps.
parce que je n'ai pas d'arrosage à faire en poste levé. Je vais juste faire un arrosage pour détruire ma prairie avant de le semer. Ça, si vous voyez, ça, c'est des exemples. Là, un champ de seigle que j'avais il y a 2 ans dans la région de Montmagny, sur des super belles argiles. Mais ça ici, c'est un champ de seigle dans la région de Montjoly. Puis ça, c'est un champ là, que dans l'été, j'avais des bouquets de verge d'or, puis c'est des champs qui étaient fauchés de temps en temps pour pas que les branches poussent. Là. Mais vous voyez, sur ce champ-là, on avait 12 acres en culture. Puis à la première année, on a sorti 9 tonnes de céréales avec quand même un très beau rendement de paille. Là. Ça ici, c'est un champ qu'on a récolté seulement en paille. C'est-à-dire que quand le seigle est venu épier, puis qui était en pollinisation dans l'été, on l'a fauché, fané, on a attendu qu'il sèche bien sec, puis ça nous a donné de la paille, dans le fond, en plein milieu du mois de juillet. Quand on manque de la paille là, au mois de juillet, là, c'est là qu'elle est chère. Là. Fait que ça me donne une porte de sortie de plus pour ne pas acheter de la paille à gros prix. Puis après ça, je peux venir directement ressemer un autre seigle. Mais dans le bas du fleuve, je suis trop tard pour venir semer là, de la prairie, là, parce qu'à un moment donné, je n'aurai pas de récolte là, à cette année-là. Ça aussi, c'est un champ de seigle en paille là, en mois de juillet. Là. Et ça, on n'a pas récolté de grains, on a seulement fait de la paille. On va chercher des rendements de 8 à 10 balles de paille à l'autre. Ici, j'ai une photo d'un champ qui est en train de se faire abattre. Ça avait sorti à pas loin de 2 tonnes de rendement à l'acre de céréales, plus des rendements de paille phénoménal aussi. Là. Ici, on a une analyse de fourrage d'un seigle récolté seulement en fourrage. Ça classait à 315 $ dans la grille de classement des fourrages. J'ai un niveau de fibre NDF à 45 %, un pH sous le 5, j'étais à 4,8 de pH, donc ça s'est conservé. Ça avait été mis dans un silo vertical, puis j'avais 26 % de matière sèche. C'est sûr que c'est un petit peu limite humide, là. Mais ça avait quand même un 17 % de protéines brutes en graminées avec 1,60 d'énergie net lait, 1,25 d'énergie net gain. Là. Donc, ça fait un fourrage que je peux assez facilement inclure là, à 20-30 % de ce que les animaux consomment. Puis, si je rajoute avec ça de la légumineuse, ça va vraiment très bien performer. Au niveau des rotations de culture, dans le fond, là, si je veux améliorer mon autosuffisance, le constat, c'est que nos rotations ne tournent pas parce qu'on ne maîtrise pas bien les semis. Puis ça fait que les gens détruisent une prairie seulement après qu'il n'y ait vraiment plus de rendement parce qu'on n'a pas des bons résultats au semis. Mais ça, ce que ça fait quand j'arrive pour alimenter les animaux, c'est que j'ai de la vieille prairie à nourrir avec la prairie qui est plus jeune, puis je ne suis pas capable d'aller chercher de stabilité. Donc, ça a un gros impact sur comment je peux inclure des fourrages dans les rations. Puis, pour bâtir une rotation de culture, ce qu'il faut faire, c'est de calculer qu'est-ce que le troupeau va avoir besoin en quantité de fourrage quand ils vont consommer 3 % de leur poids. Puis, parce qu'on priorise d'être autosuffisant en fourrage avant en céréales, parce que c'est ce qui a le plus grand impact financier sur la ferme. Puis c'est ce qui va aussi me permettre d'avoir moins de céréales à acheter. Puis, il faut prendre en compte les types de sol puis le climat où on est pour ajuster les plantes puis la régie là, de quand on va faire les opérations. Fait que sur le troupeau, concrètement, quand que j'ai des fourrages qui classent toujours à plus de 300 $, que si j'ai du maïs en silage qui va bien avec mon fourrage, parce que non, ce n'est pas automatique que ça marche ensemble, il faut aussi que les agnelles aient été élevées avec des fourrages qui sont à plus de 300 $. Concrètement, ce que ça va me donner des brebis qui vont consommer en gestation environ 2 kg de matière sèche d'ensilage, puis des minéraux. Puis les brebis, je vais arriver avec un petit peu plus de consommation d'ensilage parce qu'elles sont en lactation. Je vais mettre environ 500 g de seigle et des minéraux. En engraissement, sous les mers, les agneaux vont être capables de consommer les mêmes fourrages que les brebis, plus de la moulée agneau en dérobé. Au sevrage, je continue avec les mêmes fourrages, donc je n'ai pas de stress alimentaire. Puis, je vais avoir un 7 à 800 g de seigle en commençant. Puis, ensuite de ça,
à toutes les semaines, je diminue mes quantités de grains pour arriver environ à 2 semaines avant la sortie qui consomment que des fourrages et des minéraux. Puis je vais être capable de faire des agneaux lourds à moins de 5 mois d'âge là, en fonctionnant comme ça, si les fourrages me le permettent. Donc ça, je vous dirais que c'est ce qui est plus maîtrisé. Puis, qu'est-ce qu'on est en zone grise ou en développement? C'est que pour continuer à améliorer nos rendements, on fait des tests vraiment avec des engrais verts pour être capable. Bien, ce qu'on se rend compte finalement, c'est quand que les plantes sont nourries par les bactéries et les micro-organismes du sol qui ont consommé du carbone jeune, là, facile à digérer, ça nous donne beaucoup plus de gaz, puis on a des effets super intéressants sur le rendement. Mais il faut continuer à faire nos tests pour mieux le chiffrer, puis après ça, être capable de mieux le rentrer dans les rotations. Ici, j'ai différentes photos. Là. Ça, c'est un engrais vert qu'on détruisait pour venir semer un sec d'automne dedans. Puis, il y avait tellement de stock que ça nous a pris une sole pour être capable de l'écraser, parce qu'un rouleau, ça fonctionnait comme pas. Là. Ici, j'avais un côte à côte qui se promenait dans un champ d'engrais vert aussi. Fait que dans le fond, là, ce qu'on est rendu à ce niveau-là, c'est de faire beaucoup plus de demi-champs pour être capable de mesurer l'impact sur le rendement et la qualité de ce qu'on va récolter entre qu'est-ce qu'il y a eu des engrais verts et qu'est-ce qu'il n'y en a pas eu. Puis, présentement, on fonctionne avec 5 plantes qu'on est capable d'aller chercher quand même un bon volume de matière organique. Puis, ces plantes-là ont été sélectionnées avec les tests initiaux qu'on a faits, là, dans lesquels on utilisait 12 plantes, mais finalement, il y a pas mal de plantes qu'on ne voyait pas assez souvent puis dans des bonnes proportions, donc on les a retirées. Donc, petit résumé, je vous dirais qu'en utilisant des cultures appropriées à notre climat, puis à travailler dans les champs dans des bonnes conditions, c'est que, tu sais, comme dans mon coin, là, on peut être dans les champs vraiment entre le mois de juin et le mois d'août. À partir du mois de septembre, là, il pleut, puis ça ne sèche plus. On a plus tendance à briser que d'autres choses. Donc, il faut aller chercher plus de productivité au niveau des champs, plus de stabilité, de récolter ce stock-là comme il faut. Ça nous donne des entreprises pas mal plus résilientes, point de vue conditions extrêmes de saison. Puis, ensuite de ça, quand je fais le lien de ça au niveau de l'élevage, bien, ça nous aide beaucoup aussi, là, point de vue résultat financier des entreprises. Je pense que j'ai été capable de rester dans mes temps, puis on aura encore 5, 6, 8 minutes là, de questions. Je ne sais pas si tu peux nous... Oui. Merci, Stéphane. C'est très intéressant, pratico-pratique. C'est un peu rapide là aussi, je suis conscient, là, mais bon, c'est un survol. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis comme tu disais tout à l'heure, les gens sont invités à t'écrire s'ils ont des questions. Nous, on va envoyer une petite infolette, on enverra tes coordonnées. Donc, si les gens veulent en découvrir un peu plus tout à fait. les différents... Ce que tu as parlé d'ailleurs, moi, j'aurais la question au niveau du seigle, comme au niveau de l'herbe de Soudan, tu sais, c'est pas quelque chose qui est fréquemment encore utilisé au niveau de la production ovine. Mais en fait, tu pourras peut-être me faire un topo justement du côté des producteurs ovins. Est-ce que c'est quand même, puis ceux qui veulent les répondre, s'ils l'ont essayé dans le chat, là, on aimerait savoir vos commentaires, mais est-ce que c'est c'est quelque chose qui est... Mais ça c'est pas un... Ben, moi, je vous dirais que présentement, pratiquement 100% de mes producteurs ovins que j'ai comme clients, on parle d'environ 3000 brebis, là, ça utilise tout le seigle d'automne parce que c'était trop facile à rentrer dans les rotations, là, autant au niveau rendement de litière que qualité de grain puis quantité de grain que ça nous donne. Là. Puis l'appétence, qu'est-ce qu'ils en disent au niveau de l'appétence pour le seigle, pour l'herbe de Soudan aussi? Ben, pour le seigle, je change du maïs pour du seigle du jour au lendemain, puis ça ne fait aucune différence. OK. Ça se consomme super bien. Pour l'herbe de Soudan, ce qui est hyper important pour que ça se consomme bien, ça se passe tout au niveau de la régie de la récolte. Si j'essaie de faire sécher de l'herbe de Soudan, je vous le garantis que ça ne se mange pas. Et si j'ai de la mauvaise herbe dans mon herbe de Soudan parce que je n'ai pas bien maîtrisé mes conditions de semis, bien là, ce n'est pas un problème de Soudan, c'est la mauvaise herbe qui est dedans qui ne se mange pas. Là. OK. Ça ne change rien à quand on faisait des implantations pures et qu'on avait de la mauvaise herbe avec de la luzerne, là, ça ne se mange pas de terrible non plus. Là.
Effectivement. J'ai une autre question. Avez-vous déjà accompagné des producteurs qui ont amélioré de vieilles prairies, presque en friche, pardon, sans avoir à travailler le sol? Oui, ben oui. Dans le fond, la photo que je vous ai montrée du champ de seigle, là, que je vous disais que je voyais les bouquets là, encore là, de l'autre année, là, c'est-à-dire ça ici, là, il n'y a aucun problème à condition que le drainage soit correct. Si je ne peux pas sortir l'eau, si l'eau n'est pas sortie, il va falloir que j'ai des travaux mécanisés pour drainer le terrain. Mais après ça, si je n'ai pas de problème de drainage, je peux très bien remettre des sols en culture sans les brasser, juste avec des techniques de semi-direct. Puis la meilleure plante pour commencer à faire ça, ça va être le seigle d'automne. Parfait. Merci. Une dernière question, possiblement, qui vient d'apparaître. Concernant le seigle, avez-vous eu connaissance d'une diminution de la consommation volontaire de matière sèche avec du seigle mis en silo avec une matière sèche de 40 %? C'est précis comme question. Bonne question. Ouais. Ben, je vous dirais que ce n'est pas la matière sèche qui va nous amener des diminutions de consommation, c'est les conservations. Puis le seigle, s'il est rendu à 40 de matière sèche, en verre, j'aurais tendance à vous dire qu'il a été resté en andin un certain temps, puis je suis certain que la conservation n'est pas bonne, je suis certain que mon pH est en haut de 5. Puis là, ce n'est pas le problème c'est pas le problème que ce soit du seigle, c'est le problème que j'ai mal géré la récolte pour maîtriser les conservations. Pour faire baisser le pH, c'est pas bien compliqué. Il faut que je mette une plante encore vivante en état d'anaérobie, c'est-à-dire que je coupe l'air. Les céréales récoltées en verre, c'est la même chose pour les avoines fourragères, c'est pas que pour le seigle. Là. Après que j'ai mis ça en andin, là, c'est pas très séchant là, parce que ça fait pas des andins bien fluffy, ça fait des andins assez compacts, puis l'air ne passe pas vraiment au travers. Donc, il faut que je le fauche. Quand il n'y a plus de rosée, là, une journée à plus de 25 degrés Celsius, puis ensoleillé, puis 4, 5, 6 heures après que c'est fauché, je l'encile, puis c'est pas mal le mieux qu'on va pouvoir faire. Là. Parfait. J'irai avec la dernière question. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé avec des brebis au pâturage, avec l'herbe de Soudan, des problèmes de santé? Ouais. Ben, dans les brebis, je n'ai pas de clients qui ont fait pâturer de l'herbe de Soudan parce qu'il n'y a pas tant de brebis que ça qui vont au pâturage. Là. Par contre, dans mes producteurs laitiers, en régie bio, on est pas mal tout rendu à implanter nos packages avec l'herbe de Soudan. Puis, c'est plus des augmentations de production et d'appétence puis de consommation qu'on va chercher quand on tombe dans un pâturage d'herbe de Soudan. Puis, on le mesure par le fait qu'on a beaucoup moins de stock à nourrir à l'intérieur, fait que les vaches ont mangé dehors, puis la production augmente. Donc, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Là. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions, donc je pense qu'on est arrivé à 20 pile à l'heure qu'on s'était dit. Ben oui. Donc, un gros merci à toi, Stéphane, c'était intéressant. Tu restes avec nous pour la suite. Donc, merci encore. Je vais passer la parole à M. Philippe Séguin de l'Université McGill qui va poursuivre avec sa présentation. Donc, oui, merci. Donc, je tiens à vous remercier premièrement pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, même si c'est virtuellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines minutes? Donc, c'est de vous partager avec vous les résultats d'un projet de recherche qui a été réalisé en collaboration avec plusieurs institutions. Ça incluait McGill, l'Université Laval, Cérum, le CDBQ, le MAPAC et Agriculture et Agroalimentaire Canada, donc plusieurs gens dans plusieurs organisations. Et puis, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est évaluer différentes espèces de plantes abris, d'espèces annuelles pour l'établissement d'espèces fourragères pérennes dans un contexte de changement climatique. Donc, une petite mise en contexte. Lorsqu'on parle donc de changement climatique, souvent, ça va mener à des problèmes d'approvisionnement en fourrage. Et les sources de ces problèmes d'approvisionnement peuvent être multiples. Il y en a plusieurs, sans rentrer trop en détail.
ça peut être dû à une mortalité hivernale de la luzerne principalement. Comme on peut voir, un bon exemple ici sur la droite de la diapo, une photo au printemps 2019 à Sainte-Anne-de-Bellevue, où est-ce qu'on est situé. Et donc, dans la région, il y avait eu de très forts problèmes de mortalité hivernale. Souvent, ça va être dû aux conditions climatiques changeantes, donc où est-ce qu'on peut avoir moins de couverts de neige parce qu'il va y avoir une fonte de la neige, puis par la suite, il va y avoir un gel qui va prendre place. Donc, ça va être des conditions là, qui vont mener à essentiellement à une mortalité accrue là, de certaines espèces. Ça peut être combiné ces conditions climatiques avec une mauvaise gestion, avec une régie trop intensive, ou aussi ça peut être dû à une fauche là, trop tard ou au mauvais moment fin de saison. Ça peut être aussi dû à un mauvais établissement associé à la sécheresse. Par exemple, cette année, très bon exemple encore à Sainte-Anne-de-Bellevue. Pour tout le mois de mai, on a eu seulement 3 mm de pluie, comme vous pouvez voir dans le diagramme ici, la figure. Donc, essentiellement, on a semé par la suite, il n'y a pas eu de pluie pour essentiellement un mois qui a suivi le semis. Donc, ces conditions-là, combinées avec un semis qui est inapproprié, soit trop passé à profond, dépendamment de la situation, type de sol. Donc, ça peut mener donc encore un mauvais établissement, un problème d'approvisionnement, ou ça peut être des rendements insuffisants en cours de saison, comme plusieurs producteurs ont été victimes là, essentiellement dans les dernières années avec une période de sécheresse qui peut être liée, comme mentionné dans la présentation précédente, à un choix d'espèces qui est peut-être inapproprié, le mets étant très susceptible à la sécheresse. Donc, les scénarios peuvent être multiples, ça peut être une combinaison de ces scénarios et puis souvent le verdict va tomber à des moments différents. Donc ça mène à un diagramme ici que vous pouvez voir qui présente différents scénarios en termes de problèmes d'approvisionnement, puis essentiellement quelles sont des solutions, là, des pistes de solutions. Donc sans trop rentrer en détail, donc on peut voir qu'il peut y avoir différentes problématiques ici, donc mortalité hivernale, des prairies qui sont sur leur déclin, combinées avec essentiellement de la sécheresse, ou que ce soit la sécheresse au cours de la saison. Donc ça peut mener, si on a donc une mortalité des plants, donc ça va mener un besoin d'une survie qui est déficiente, donc soit elle est modérée ou faible. Si elle est modérée, on peut procéder à une coupe avec un ressemis dans un tel scénario qui est un peu plus tard là, en juin, ou si c'est vraiment une mortalité importante où vraiment on voit que c'était la fin de la prairie de l'année basée sur l'année précédente, bien là, on peut avoir un semis le plus tôt. C'est sûr que les dates exactes vont varier là, dépendamment de la région où on est. Puis si on voit que c'est vraiment un problème dans l'année actuelle, bien, on peut considérer semer vraiment plus tard en saison. Donc, on voit qu'il y a différents scénarios en termes de temps où est-ce que les semis vont prendre place. Puis les solutions, si on veut une solution à long terme, basée sur des plantes pérennes seulement, ou à plus qui combine court et long terme. Donc, vraiment, le projet se concentrait sur cette option de solution à court et long terme qui combinait l'utilisation de plantes abri ou d'espèces annuelles d'urgence ou de compagnonnage associées avec un ressemis de plantes pérennes. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc, il peut y avoir ici, on se concentre sur les espèces annuelles. Ça peut être des espèces fourragères. Typiquement, ça peut être le régro annuel, ça peut être le trèfle d'Alexandrie, ça peut être des légumineuses à grains ou oléagineuses, ça peut être des pois, ça peut être des céréales comme l'avoine, d'autres céréales ou des combinaisons céréales avec pois. Et vraiment, ce qui suscite l'intérêt plus récemment, c'était traité dans la présentation précédente, certaines espèces de graminées de saison chaude, incluant donc, par exemple, l'herbe du Soudan, millet japonais ou autre. Donc, les objectifs de ce projet, bien, essentiellement, puis encore, c'est un projet, là, je vous présente seulement un volet d'un plus grand projet qui recherchait plusieurs aspects là, sur les espèces pérennes en tant que telles, là, dans un autre volet, mais ici, c'était vraiment l'utilisation des plantes abri. Puis l'objectif de ce volet du projet était de comparer le potentiel de rendement et la valeur nutritive de 6 espèces annuelles utilisées comme plantes abri pour l'établissement d'un mélange luzerne-fléau des prés semé à différentes périodes qui correspondent aux différents scénarios qu'on a vus précédemment.
Puis on voulait déterminer l'impact, donc non seulement la situation dans l'année du semis, mais aussi déterminer l'impact des plantes sur les plantes pérennes au cours de l'année du semis et surtout de l'année suivante. Donc, voir vraiment si le choix de la plante abri peut avoir un effet à moyen et long terme sur la productivité des plantes pérennes. En termes de méthodologie, est-ce qu'on a pu, donc on peut voir ici où est-ce que les essais ont été réalisés. Ils ont été réalisés à 3 sites, un total de 5 environnements, donc à Sainte-Anne-de-Bellevue dans la région de Montréal, Saint-Augustin-des-Maures dans la région de Québec et à la Pocatière. Donc, on peut voir ici sur la carte. Et puis, il y a eu des semis, donc on a fait le semis en 2019-2020 à Saint-Augustin et Sainte-Anne-de-Bellevue avec un suivi l'année suivante et à la Pocatière, un semis en 2019 avec un suivi en 2020. En termes de traitement, il y avait 2 traitements. Il y avait soit la date de semis ou les traitements le choix de plante abri. Les dates de semis, on avait donc une date plus tôt dans les sites de Saint-Augustin et de Sainte-Anne, c'était la mi-mai et la mi-juin. La Pocatière, ça correspondait, il y avait un décalage début juin et début juillet. Et puis, il y avait aussi un semis plus tardif au début août. On a évalué 7 traitements de plantes abri qui étaient semés encore une fois avec un mélange luzerne fléau des prés. On avait le trèfle d'Alexandrie, les pois fourragers, régras annuel, avoine fourragère, millet japonais, herbe du Soudan et un témoin au contrôle sans plante abri. Donc, c'était juste le mélange luzerne fléau qui était semé. La régie était selon le stade de la plante abri pour la première coupe l'année du semis, puis le reste des coupes subséquentes dans l'année du semis et dans l'année subséquente étaient basées sur le stade de la luzerne. Les données que nous avons prélevées, c'était les rendements, la composition botanique, donc la proportion plantes abri au compagnonnage, luzerne, fléau, mauvaise herbe, et aussi la valeur nutritive dans l'année du semis. Donc, on va regarder les résultats qu'on a obtenus. Donc, ici, on regarde une première diapositive qui nous présente les rendements totaux, donc en fourrage, mais aussi on a la composition botanique dans l'année du semis. Donc, on peut voir ici, on regarde pour une des 2 années de semis à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et vous pouvez voir dans la figure ici, vous avez les dates de semis en bas sur l'axe des X, la mi-mai, mi-juin et début août. Et on peut voir donc les couleurs, ce sont les différentes composantes envers la luzerne, fléau des prés, plantes de compagnonnage ou plantes abri en gris et les mauvaises herbes en jaune. Donc ça va être le cas pour les autres diapos qu'on va voir par la suite. Et on a nos traitements ici, donc contrôle ou témoin, trèfle d'Alexandrie, avoine, millet japonais, pois, régras annuel, herbe de Soudan et ainsi de suite là, sur l'axe des X. Donc ici, on voit les rendements. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que, par exemple, au site, dans cet environnement spécifique, les rendements ont été maximisés avec les traitements d'herbe du Soudan pour les 2 premières dates de semis. Donc, on peut voir que c'est ça qui est maximisé grandement. Là. Donc, on peut voir de beaucoup comparé au contrôle, donc sans plante abri. Puis, de façon intermédiaire, on avait l'avoine millet japonais qui donnait des résultats intermédiaires. Ça, c'était pour les 2 premières dates de semis. Pour la date plus tardive, c'était l'avoine et le millet japonais qui donnaient les meilleurs rendements. On peut voir un autre site, donc encore, je n'ai pas le temps de tout présenter, mais il y avait beaucoup de variations entre les environnements. On en regarde un autre un peu plus contrasté, le site de la Pocatière. Ce qu'on peut voir dans cet environnement-là, encore, il y avait une différence en termes de performance des traitements, dépendamment de la date de semis. Puis dans ce cas-là, on voyait que c'était l'herbe du Soudan, l'avoine, première date de semis qui donnait les meilleurs rendements, et l'herbe du Soudan, millet japonais, avoine qui donnait les meilleurs rendements au 2e semis. Pour la 3e date de semis, l'avoine était vraiment le seul traitement là, qui se distinguait comparé aux autres. Donc, de façon générale, si on considère les rendements totaux pour l'année du semis, la réponse était variable selon les environnements et la date de semis. Pour les 2 premières dates de semis en mai ou juin, c'était maximisé avec l'avoine, le millet japonais et ou l'herbe du Soudan, dépendamment de l'environnement de l'année. Pour un semis tardif, donc début août, c'était maximisé avec l'avoine et le millet japonais, sauf à la Pocatière où c'était vraiment seulement l'avoine qui produisait quoi que ce soit. Si on regarde en termes de façon générale, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de variations entre les sites, mais si on regarde de façon globale sur la moyenne pour les 5 années de sites et les 2 premières dates de semis, donc encore, il y a un bémol quand on regarde ces moyennes parce qu'il y a beaucoup de variations, mais juste une vue d'ensemble. Il y a 2 traitements vraiment qui ont peu
contribué à augmenter les rendements comparés aux témoins là, qui étaient sans plante-abri. Donc, c'était le trèfle d'Alexandrie et Régra qui n'étaient vraiment pas des options intéressantes. Là, il y avait très peu de biomasse produite de ces deux espèces. Il y avait, en termes de ce qui donnait de façon globale des rendements là, augmentés, mais un peu moins intéressants. Il y avait 20 comparé aux témoins pour les pois. Puis après, on voyait c'était l'avoine, miel japonais, l'herbe du Soudan là, qui doublait de façon générale les rendements comparé à ce qu'on a si on avait juste la luzerne et le mil qui étaient semés. Mais de façon générale, je tiens à souligner encore, il y avait une très grande variation entre les sites et les dates de semis, mais c'est juste vous donner une vue d'ensemble sur les 5 environnements. Philippe? Oui. Est-ce que je peux me permettre tout de suite une question que j'ai reçue dans le chat? Bon, Ou t'es mieux à attendre à la fin? Ben, peut-être c'est mieux d'attendre à la fin, vu que la présentation est assez courte, donc peut-être qu'on pourra attendre à la fin. Parfait. Je te laisse continuer. Donc, si on continue, si on regarde en termes de variation qu'on a obtenu, juste pour illustrer, si on prend le traitement qui utilise l'herbe du Soudan comme plante-abri versus le témoin, si on regarde pour les 5 différents environnements, donc Sainte-Anne-de-Bellevue, Saint-Augustin de Desmaures, la Pocatière, donc en 19 ou en 20, pour les 2 premières dates de semis, on peut voir qu'il y a quand même une très grande variation en augmentation versus le témoin. Donc, ça peut aller de 20 d'augmentation jusqu'à 220 %. Donc, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de variations entre les environnements. Ce que ça donne de façon visuelle dans le champ, donc vous pouvez voir ici un exemple des parcelles à Sainte-Anne-de-Bellevue. Sur la gauche, vous avez la situation avec l'avoine. Donc, vous pouvez voir ici le contrôle ou le témoin là, qui est vraiment envahi par les mauvaises herbes. Et puis l'herbe du Soudan sur la gauche, là, vraiment où est-ce qu'il y a une, comme on a pu voir dans la présentation précédente, là, qu'il y a une bonne pousse qui va vraiment empêcher la présence de mauvaises herbes. Donc, avec l'avoine, c'est comme un peu intermédiaire, là, puis on voit qu'il y a une gradation ici. D'autres photos ici, le contrôle témoin, c'est vraiment juste des mauvaises herbes. L'herbe du Soudan, on peut voir qu'il y a beaucoup là, de biomasse et la luzerne, on peut voir là, qui est à l'intérieur de ça. Donc, si on regarde justement sur qu'est-ce qui se passe à part sur les rendements totaux en fourrage pour la saison, si on se penche sur la situation des mauvaises herbes, on se concentre sur le site de Sainte-Anne-de-Bellevue. On peut voir, donc, si on regarde sur la proportion de mauvaises herbes, ici, sur la production de biomasse, donc on peut voir que l'avoine, miel japonais, l'herbe de Soudan sont les espèces là, vraiment qui ont minimisé pour la première, la deuxième date. Là, ce sont vraiment les plantes-abri qui ont réussi à réduire au maximum la présence de mauvaises herbes. Cependant, un bémol, on voit que c'est aussi les traitements qui ont réduit, là, comparé au contrôle, si on se penche sur les bandes vertes, la présence de luzerne aussi. Dans certains cas, pour la deuxième date de semis, on peut voir que c'était quand même parfois important la réduction comparée au contrôle. Donc, lorsque semé aux 2 premières dates, l'avoine, le miel japonais et l'herbe du Soudan peuvent réduire la présence des mauvaises herbes, puis les pois, si on regarde sur les autres traitements, offrent une suppression qui est intermédiaire. Trèfle d'Alexandrie, Régra, c'était vraiment, il y avait peu de biomasse, donc ça n'a vraiment pas réduit de façon substantielle les mauvaises herbes. Si on regarde brièvement l'impact sur la valeur nutritive là, des différents traitements, je vais passer très brièvement. De façon générale, et si on voit les résultats pour un des sites à Sainte-Anne-de-Bellevue, la valeur nutritive était moindre si on considère la concentration en fibres NDF et ADF. Et la protéine brute. Donc, il y avait plus de fibres, moins de protéines avec les traitements là, dans le fourrage d'herbe du Soudan, de miel japonais et d'avoine. Évidemment, on a des graminées comparées aux autres qui avaient une plus grande proportion de légumineuses. Si on regarde, et ce qui est très important, c'est l'impact sur dans l'année post-semis. Encore une fois, la réponse était très variable selon les environnements et la date de semis. Et si on regarde pour la situation cette année à Sainte-Anne-de-Bellevue, donc suite à un semis en 2020, on peut voir que dans certains cas, il y avait des pertes de rendement importantes comparées au contrôle ou au témoin. Donc, l'utilisation des plantes-abri peut, dans certains cas, causer d'importantes pertes de rendement. Les risques sont plus grands avec le miel japonais et l'herbe du Soudan, comme on peut voir, par exemple, à certaines dates. Par exemple, à la mi-juin, semi à mi-juin, ces 2 traitements-là ont réduit de façon substantielle les rendements donc, dans l'année post-semis. Si on regarde de façon globale pour les 4 années-cites pour lesquels on a les résultats analysés jusqu'à présent,
On peut voir que les pertes de rendement peuvent être importantes là, de façon globale. On peut voir que ça peut varier environ 15 pour l'avoine, 25 pour le millet japonais, jusqu'à 40 pour l'herbe du Soudan. Encore une fois, il y a une grande variation entre les sites et les dates de semis. Puis on peut le voir ici, si on regarde sur les pertes de rendement dans l'année subséquente associées avec l'herbe du Soudan, on peut voir que ça varie encore de très peu, de 12 de façon très importante jusqu'à 60 dans certains cas. On peut voir une situation ici où est-ce qu'on avait une perte de rendement là, importante sur la population lorsqu'on compare à d'autres traitements versus certaines des graminées de saison chaude. Ici, dans ce cas-là, c'est l'herbe du Soudan, mais on voyait aussi la même chose avec le millet japonais. Donc, la question qui peut venir lorsqu'on regarde ça, quelles sont les options, parmi ces options, laquelle choisir? C'est sûr que ça va dépendre vraiment des résultats selon la région concernée, région périphérique versus plus centre ou sud, la date où le semis sera effectué, puis aussi les attentes en termes de rendement à court terme, moyen-long terme et aussi en termes de valeur nutritive du fourrage. Ce qu'on a pu voir, puis je souligne ici, conclusion préliminaire vraiment, si on a des besoins de rendement ou en fourrage élevé rapidement dans la saison, mais comme on a pu voir, l'avoine, le millet japonais et surtout l'herbe du Soudan qui vont offrir le plus de rendement à court terme. Si les besoins de rendement sont élevés avec un semis plus tardif, où est-ce qu'on veut procéder à une première coupe là, de la prairie qui serait restante, la détruire puis réimplanter par la suite, vraiment le millet japonais et l'herbe du Soudan sont vraiment les espèces à privilégier, ce qui ont donné les rendements les plus intéressants. En termes de, si on a des rendements insuffisants dans la saison, on a besoin en fin de saison, donc on sème vraiment tard, bien là, vraiment, c'était l'avoine à travers la province, puis le millet japonais dans les sites plus centraux ou au sud. Si les besoins en qualité sont élevés, vraiment le traitement avec les poids était ce qui avait la qualité la plus élevée. Il faut faire attention, c'était vraiment juste les critères NDF, ADF et protéines brutes. Ça ne considère pas d'autres choses. Sur que quand il y a une forte proportion de poids, il y a plusieurs aspects négatifs sur lesquels je ne vais pas élaborer à considérer, mais l'avoine offrait une qualité intermédiaire si on compare aux autres espèces, encore seulement basée sur les critères qu'on a évalués, NDF, ADF et protéines brutes. Puis pour avoir des impacts moindres sur l'établissement des plantes pérennes, on a vu que certaines options de plantes-abri peuvent affecter les rendements dans les années subséquentes. Les pois étaient une option là, qui était intermédiaire, puis parmi l'avoine était peut-être celle qui offrait le plus de rendement l'année d'établissement et réduisait parmi les trois principales le moins dans les années subséquentes. Dernier point, si un semis est effectué en fin de saison de plantes pérennes, les plantes abris sont évitées parce qu'on a vu qu'il y avait un effet important dans les années subséquentes lorsque une plante abri était utilisée pour un semis au début. Donc, ça conclut ma présentation et sur ce, je tiens à remercier les nombreux collaborateurs au projet à l'Université McGill, l'étudiante Sandrine Saint-Pierre-Lepage, qui est l'étudiante à la maîtrise qui a réalisé le projet. Aussi la collaboratrice au CDBQ, Céline Géolette, et le personnel technique à l'Université Laval, Caroline Halt, et les autres, Agriculture Canada, Gaétan Tremblay, Huguette Martel, au MAPAC et les autres aussi. Et je tiens à souligner que ce projet a été financé par le MAPAC via le programme Prime Vert. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je pense qu'il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes pour des questions. Oui, on va les prendre. Merci Philippe, c'était très intéressant ce projet-là. D'ailleurs, c'est tout chaud. C'est le fun d'avoir la primeur pour des résultats comme ça. J'ai une première question. Donc, c'est quelles seront les dimensions nécessaires pour une bande transitoire de plantes-abri comme l'herbe de Soudan, par exemple? Je ne sais pas si… Est-ce que la personne peut élaborer? Oui, oui, je lui demanderais si jamais elle peut peut-être préciser, j'imagine, la dimension, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'elle a pu vouloir dire. Peut-être nous préciser votre question, s'il vous plaît. J'en ai une autre aussi. Allez-vous continuer le suivi sur plusieurs années pour le projet actuel? Bonne question. Malheureusement, ça dépend toujours du financement. Le financement était seulement pour 2 ans. Là, donc, non, malheureusement, c'est juste pour l'année, la première année post-semi qu'on a les données. Le projet s'est terminé en 2021.
Parfait. Oui, j'en avais une autre plus haut. À votre avis, comment l'ajout du poids à l'avoine aurait affecté les résultats? C'est une excellente question et en regardant les résultats qu'on a, c'est un traitement là, en rétrospect là, qu'on aurait voulu essayer là, parce que ça combine des choses là, qui étaient assez complémentaires en termes de performance. Donc, je pense que s'il y avait comme un autre volet où est-ce qu'on pouvait se restreindre là, à tester de façon plus approfondie certains traitements, ce serait définitivement une chose qui serait intéressante à évaluer. Je voudrais préciser aussi que dans certains cas, pour certains traitements, par exemple, pour l'herbe du Soudan, ça serait bon d'évaluer différents taux de semis. C'est sûr que là, quand on a beaucoup de facteurs à évaluer, mais toutes les espèces ont été évaluées avec un taux de semis. Puis je pense que ce serait intéressant là, de voir certains, surtout pour les graminées de saison chaude, d'évaluer peut-être des taux de semis moins élevés qui pourraient permettre peut-être de réduire l'impact à moyen et long terme sur les espèces pérennes. Mais bonne question pour l'ajout des poids à l'avoine. Ce serait quelque chose à regarder. Parfait, merci. Peut-être une dernière, en fait, c'est une continuité à celle, à savoir si vous continuez le projet. Est-ce que ça vaudrait la peine de ressemer une plante abri la deuxième année pour limiter l'installation des mauvaises herbes? Il n'y a pas de mauvaise herbe. La plante pérenne est établie, puis vraiment, il n'y a presque aucune mauvaise herbe, donc ce n'est pas nécessaire vraiment, là, à moins que justement que l'espèce choisie ait vraiment un impact important sur la survie, la performance dans les années subséquentes. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de choisir une plante abri qui est plus appropriée, qui va réduire l'impact à moyen et long terme. Parfait. J'ai peut-être une précision pour la question de tout à l'heure. Les cultures de plantes abri, ça se fait en ligne ou en bande pour protéger les plantes pérennes. Si tel est en bande, s'ils sont faits en bande, que je comprends, quelles seront leurs dimensions? Dans le cas ici, l'espèce, la stratégie qu'on a utilisée, c'était vraiment de mélanger la plante abri avec les plantes pérennes au semis. Donc, ce n'était pas fait perpendiculairement ou d'une autre façon, là, comme ça peut être fait parfois. Parfait, oui, je pense que c'était ça qu'il voulait dire. Une dernière qui vient de rentrer. Quel est le taux de semis de l'herbe de Soudan? Oui, donc bonne question. Dans le projet actuel, le taux de semis était de 20 kg à l'hectare. Donc, probablement en rétrospect, ce serait quelque chose à diminuer pour réduire l'impact qu'on a vu. Parfait. Donc, ça ferait le tour. Merci encore beaucoup à toi, Philippe, pour cette présentation. S'il y a des gens qui veulent communiquer pour d'autres questions en lien avec le projet, ben, on les invite à communiquer avec toi. On va transférer, dans le fond, le courriel. Et puis, j'inviterai notre prochaine et dernière conférencière, qui est Stéphanie Claveau de chez Agrinova. Et Philippe, je t'invite à rester avec nous pour la suite. Je ne sais pas, Stéphanie, on ne t'entend pas ou c'est juste le préciser. Est-ce que ça va? Ah oui, là, c'est bien. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ces deux petits projets. Donc, je vais vous parler de la production fourragère en contexte de changement climatique. En fait, on était vraiment ici dans des projets à la ferme, c'est vraiment des essais. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont très qualitatifs, là, pas très précis, comme par exemple ceux de M. Séguin. Parce qu'on n'était pas du tout en milieu contrôlé, là, on est en milieu, c'est des producteurs, dans le fond, qui ont décidé de faire des essais au champ. Vous allez voir là, que les résultats ont été mitigés, mais je pense que c'est quand même important de les présenter. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire une petite présentation d'Agrinova pour ceux qui ne connaissent pas notre organisation. Ensuite, je vais vous présenter les deux projets dont il est question, puis il va y avoir une petite période de questions à la fin. Donc, Agrinova, c'est un centre collégial de transfert de technologie qui a été créé en 1996. On est lié au Collège d'Alma, donc des centres de transfert de technologie, il y en a dans tous les domaines. Il y en a une 60aine au Québec. Nous, on est le centre d'agriculture au niveau du réseau Synchronex.
On est une équipe multidisciplinaire, donc beaucoup d'agronomes, évidemment, biologistes. On a un vétérinaire aussi là, qui est plus en nutrition animale et tout ça. Ensuite, organisation, valorisation, on est beaucoup, une organisation qui valorise beaucoup le réseautage, la collaboration avec les intervenants. Donc, on travaille beaucoup en collaboration, par exemple, avec l'Université Laval, avec Lactanet, avec différentes organisations. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est des projets directement dans les entreprises. Donc, on collabore aussi beaucoup avec les entreprises privées et les fermes en général et tout ça. Donc, on fait des essais directement à la ferme, que ce soit dans les fermes, dans les productions animales ou productions végétales. Puis, on a des mandats de recherche appliquée, de transfert technologique, beaucoup, puis d'aide technique aux entreprises. Donc, les deux projets dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment des projets qu'on pourrait appeler fourrage d'urgence. Vraiment, ça va dans ce qu'on vient de voir aussi. Vous allez voir que c'est un petit peu, les résultats sont vraiment liés à ce que Philippe Séguin vient de présenter. Donc, dans le fond, c'est la coop Purdel et 3 producteurs à vin du Bas-Saint-Laurent qui ont décidé de faire un projet de fourrage d'urgence. Puis, je vais vous présenter aussi un petit projet qui a été fait là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean par un producteur laitier. Donc, dans le fond, c'est toujours en lien avec les baisses de rendement qui sont associées au changement climatique. Comme on a dit, comme M. Séguin vient très bien l'expliquer, des fois, les luzernières sont brûlées, on arrive au printemps, puis ils ont été brûlés par le gel. Qu'est-ce qu'on fait? On va manquer de fourrage, donc on essaie de trouver des solutions alternatives. Ça peut être aussi un printemps trop sec qui nous fait penser qu'on n'aura pas assez de rendement et tout ça. Donc, il faut se retourner rapidement. Donc, l'hypothèse qui avait été posée dans le cas des deux projets, c'est que le choix des espèces fourragères peut être amélioré pour augmenter la résilience des entreprises aux périodes de sécheresse prolongée. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand on constate au printemps que ça va mal aller au niveau des fourrages, c'est d'avoir des solutions qu'on peut faire un petit peu plus tard dans la saison, d'avoir des alternatives qu'on peut semer, disons, au début du mois de juin, par exemple. Donc, l'objectif des projets, dans les deux cas, c'était de comparer des résultats agronomiques, économiques et environnementaux associés à la culture d'espèces fourragères pérennes et annuelles, plus résistantes aux déficits hydriques dans les régions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour le projet au Bas-Saint-Laurent, on avait un mélange de plantes annuelles et pérennes, qui est vraiment, comme je vous disais, un fourrage d'urgence. Donc, on a essayé 4 mélanges. Dans les 4 mélanges, il y avait de l'avoine fourragère. Vous allez voir dans les résultats qu'en fait, c'est principalement ça qu'on a récolté lors de la première coupe. Donc, il y avait de l'avoine fourragère, trèfle d'Alexandrie et de l'herbe du Soudan dans le premier mélange. Dans le deuxième mélange, il y avait l'avoine fourragère, le trèfle d'Alexandrie et l'herbe du Soudan, en plus du brome des prés et de la luzerne. Dans le troisième mélange, il y avait de l'avoine fourragère, trèfle d'Alexandrie, millet japonais. Et dans le quatrième mélange, avoine fourragère, trèfle d'Alexandrie, millet japonais et le brome des prés avec de la luzerne. Il y avait 2 coupes de prévues dans le projet, puis il y avait de la fertilisation azotée aussi là, qui était prévue dans le cadre du projet. Le semis a été réalisé au début du mois de juin. Puis l'année 2020, comme vous le savez, est une année extrêmement sèche. Donc, suite au semis, il n'y a pas eu de pluie. Ce qui a fait que les mauvaises herbes ont vraiment pris le dessus. Et ça, malgré le fait qu'on avait des plantes qui étaient supposées bien supporter la chaleur, il reste que le manque d'eau, à un moment donné, ça a quand même des effets. Donc, on voit que 24 jours après le semis, c'était bien envahi par les mauvaises herbes là, au niveau des champs. La récolte a finalement eu lieu le 6 août, la première coupe en fait. Puis c'est assez tard, là, comme l'expliquait tantôt, je pense que c'est Stéphane qui parlait de ça, que normalement on voudrait faire la récolte à la fin du mois de juillet, puis à la fin la deuxième coupe à la fin du mois d'août. Donc là, on était un petit peu en retard au niveau de la récolte. Puis on peut voir vraiment là, que l'avoine a vraiment pris le dessus dans le champ. Donc, on voit à peine là, les autres plantes, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc, je vous présenterai rapidement là, les rendements tantôt. Mais dans le projet, il était prévu d'avoir 2 coupes, comme je vous ai dit. Puis finalement, il n'y en a pas eu 2. On peut voir là, avec une photo qui a été prise le 20 octobre 2020
que les rendements n'ont vraiment pas été intéressants là, au niveau des champs, dans tous les champs là, dans les essais. Donc, mais on voit quand même que le trèfle d'Alexandrie, la luzerne puis le brome est un petit peu mieux implanté suite à la première coupe. Donc, les résultats de rendement, ça, c'est vraiment pour la première coupe. Là, il y a un rappel des différents mélanges dans la partie à droite de la diapositive. Mais on voit que les rendements à la première coupe, même si elle a été faite un petit peu tard, puis il y avait quand même des mauvaises herbes. Mais c'est ça, on a obtenu des rendements quand même pas si mal, qui peuvent permettre des fois justement dans le cas d'un fourrage d'urgence, ça va permettre d'avoir des volumes de fourrage qu'on n'aurait pas eu normalement, mais c'est sûr que ça n'a pas été idéal là, au niveau de ces résultats-là. Puis, les analyses aussi démontrent que ce n'est pas un fourrage de grande qualité qui a été récolté, parce que si vous regardez là, les différentes lignes, là, bon, si on regarde au niveau de la protéine brute, on se situe pas mal, parce que là, vous voyez en haut, le tableau, c'est vraiment les résultats qu'on a obtenus avec les différents échantillons. Puis, le tableau du bas, ça nous montre un peu c'est quoi qu'on va viser finalement pour avoir un fourrage de grande qualité. Donc, on voit là que c'est pas mal, on se tient pas mal autour du niveau, c'est un fourrage, disons, de qualité moyenne qui a été récolté, si on parle de la protéine brute, de l'ADF et du NDF, parce qu'on voit que l'ADF est quand même élevé, le NDF est très élevé. Donc, c'est ça. Donc, on a des niveaux 2 à 3 là, au niveau de la qualité du fourrage. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais vous parler d'un projet, ça a été fait en production laitière, mais je me suis dit quand même, c'est encore des plantes fourragères qui peuvent être intéressantes dans l'ovin aussi. Donc, le producteur, c'était pour les mêmes raisons. Dans le fond, lui, il voulait avoir la possibilité d'avoir un fourrage d'urgence lorsque l'année se passe moins bien, disons quand on voit que ça démarre moins bien. Donc, dans ce cas-là, c'était de l'herbe du Soudan et du trèfle d'Alexandrie qui a été expérimenté. L'ajout du trèfle d'Alexandrie était un peu pour apporter de l'azote au sol, en fait, fixer l'azote de l'air, parce que l'herbe du Soudan est quand même une plante qui a besoin de beaucoup d'azote. Puis aussi, c'était sur un retour de prairie, donc qui était déjà un sol qui était assez riche en azote, donc c'était intéressant pour ça. Puis, dans la première année, c'est ça, on a essayé donc l'herbe de Soudan, c'était la variété Sungrass Soudan, qui est vraiment une herbe de Soudan. Et puis, là, on a fait les 2 coupes, donc il y a eu une coupe à la fin du mois de juillet et une coupe à la fin du mois d'août. Ça a vraiment bien été, à part que l'herbe de Soudan, tantôt on parlait de dessèchement, là, il y a eu une problématique de dessèchement dans l'herbe de Soudan. On peut le voir là, à la photo du 19 août 2020. On voit bien là, le dessèchement, puis les champs étaient vraiment, vraiment affectés. Donc, puis en fait aussi, une chose importante à mentionner, c'est que le trèfle d'Alexandrie n'a vraiment pas été présent dans le champ, donc ni à la première coupe, ni à la deuxième coupe. Donc, pour la deuxième année, ce qu'on a décidé, en fait, c'est d'enlever le trèfle d'Alexandrie, puis de prendre du trèfle rouge. Je sais que ce n'est pas une plante que vous utilisez beaucoup dans le vin parce que ça peut être problématique pour la fertilité, mais ça aurait pu être du trèfle blanc, là, puis ça aurait été tout aussi intéressant, je pense. Donc, pour les pourcentages NDF, c'est encore très élevé pour le mélange. Comme j'ai dit, le trèfle d'Alexandrie était très peu présent. Puis, il y a eu beaucoup de dessèchement dans le champ. Donc, pour 2021, ce qu'on a décidé de faire, c'est prendre une variété d'herbe de Soudan plus résistante au dessèchement. En fait, c'est un hybride sorgho-Soudan. C'est Nutri-King BMR qu'on a choisi. Stéphane en a parlé tantôt, les hybrides peuvent être vraiment intéressants. Puis, comme je vous dis, on a pris le trèfle rouge en remplacement du trèfle d'Alexandrie. Puis, une chose importante, lors de la première année, en 2020, le semis a été réalisé le 9 juin, ce qui est autour des recommandations. On parle du 10 juin ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, ça a vraiment donné des résultats intéressants au niveau des rendements et tout ça. Cette année, en 2021, le producteur a décidé parce que le printemps a été très chaud et tout ça, la saison est arrivée tôt, donc il a décidé qu'il se met plus tôt.
Donc, il a semé le 18 mai 2021. Le problème, c'est qu'il y a eu un gel qui est arrivé dans la nuit du 28 au 29 mai, puis ça a vraiment affecté l'herbe de Soudan. Donc, ça a comme freiné son développement, puis ça a fait qu'il y a eu beaucoup de mauvaises herbes qui a pris le dessus, en fait. On peut voir avec les photos, je n'ai pas encore les résultats, là, je veux dire, on est en train d'analyser, mais on voit qu'il y avait énormément de mauvaises herbes cette année. Par contre, là, on n'a pas eu de problème de dessèchement. Cette année, on a comparé, dans le fond, l'herbe de Soudan qu'on avait pris l'année passée et l'hybride BMR. Puis, on n'a pas eu de problématique de dessèchement ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça, dans le fond, les récoltes, il y a eu 2 coupes encore cette année. Ça s'est relativement bien passé. Dans le fond, le producteur, ce qu'il m'a dit, c'est que oui, ça pouvait devenir une solution intéressante pour lui d'utiliser l'herbe de Soudan avec un trèfle. Dans le cas, lorsqu'il voit là, au printemps que ces prairies ne rendront pas autant que ce qui serait prévu. Donc, lui, c'est une des solutions qu'il va garder dans ses plans, là, parfois, là, de pouvoir avoir un fourrage d'urgence quand il sent qu'il va peut-être avoir une problématique et manquer de fourrage. Mais cette année, finalement, ça n'a vraiment pas été une année où on a manqué de fourrage. Au niveau de la luzerne, les luzernières ont très bien rendu, mais c'est ça. Donc, l'essai est intéressant à faire, puis ça reste une solution alternative vraiment intéressante, l'herbe de Soudan, parce qu'on peut le semer autour du 10 juin. Donc, mais il ne faut pas s'énerver et essayer de le semer plus tôt parce que visiblement, ça n'a pas donné une grande différence. En fait, on a pris des photos même à des dates similaires, puis l'herbe de Soudan avait à peu près le même stade qu'en 2020, malgré le fait qu'elle avait été semée près d'un mois plus tôt. Donc, c'est à peu près ça pour les résultats. Si vous avez des questions, j'ai une chose que je n'ai pas dite. Le projet dans le Bas-Saint-Laurent, ça a été réalisé par 2 de mes collègues, Anne-Marie Richard, qui est maintenant au MAPAC, et Pierre Rémillard, qui est en congé parental. Donc, je peux essayer de répondre à vos questions. Si des choses auxquelles je ne suis pas capable de répondre, ça va me faire plaisir de m'informer et de revenir avec les réponses là, pour m'assurer que je réponde à vos questions. Oui. Merci Stéphanie. Très intéressant. Je trouve que ça complète bien les autres présentations. Toutes les 3 conférences ensemble, ça nous informe sur beaucoup de nouvelles choses, nouvelles actualités concernant les cultures fourragères. J'avais vu une question dans le chat. Juste un instant. Voyons. Excuse-moi, je ne vois pas. J'arrive pas à voir le chat. Voyons. Peut-être, je ne sais pas, Stéphanie, est-ce que tu vois la question? Je ne sais pas si on... Oui, donc ça vient de Camille qui nous demande « Qu'avez-vous utilisé comme semoir? Volée, sillon. » Donc, oui, c'est un petit semoir à la volée qui a été utilisé. Parfait. Je ne sais pas si Camille voulait plus de précision, mais j'imagine que ça répond à la question. Donc, pour le projet ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par contre, pour le projet dans le Bas-Saint-Laurent, il faudrait que je vois, je ne pense pas qu'ils l'ont mentionné dans le rapport. Donc, je pourrais m'informer si c'était semoir à la volée aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens de retrouver le chat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci, Stéphanie. Il n'y a pas d'autres questions du côté de Stéphanie. Ah, OK. Bien, on a... Merci, au plaisir de se retrouver le 2 décembre. Ça, c'est notre Stéphanie qui a écrit ça. Oui, effectivement, dans le fond, le 2 décembre, le prochain webinaire, vous êtes tous invités sur le bien-être animal. Je tiens à remercier une dernière fois nos 3 conférenciers, Stéphanie, Stéphane et Philippe. C'était très intéressant. Je tiens à remercier aussi les participants, ceux qui chattent, qui posent des questions. C'est le fun de vous voir actifs sur le chat.
puis en espérant que ça ait bien répondu aux besoins des participants. Si vous avez des questions, c'est ça, on va vous faire parvenir via notre infolette, les communiqués, les courriels de nos 3 conférenciers, si vous voulez continuer à jaser avec eux. Donc, on a des merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci, intéressant. Donc, alors, je vous invite à aussi répondre au sondage que Stéphanie a envoyé dans le chat, qui nous permettent toujours de s'améliorer. Puis, c'est ça, c'est un court sondage vraiment pas long à compléter. Donc, merci beaucoup, c'était magnifique. C'est ce que je lis dans le chat. Donc, je garderai peut-être nos 3 conférenciers une petite minute ou 2 de plus. Et je dis merci, à la prochaine à tous nos participants. Merci beaucoup. Dans le fond, je suis assez facilement rejoignable aussi par Facebook. Là. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec ça. Puis sur ma page Facebook, je mets beaucoup de photos et d'explications de différents tests qu'on fait chez des gens. S'il y en a qui veulent aller voir ça, il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Super, merci Stéphane. Là, je vais retourner au... Stéphanie, si tu peux remettre le sondage, j'ai Camille qui semble dire que ça ne fonctionnait pas, le lien. Je ne sais pas si tu pourrais le remettre pour le sondage, s'il te plaît. Oui, je m'occupe de ça à l'instant. Donc... Ah, bon. Jeanne me dit qu'il fonctionne, donc je ne sais pas si... Voilà.